Bonjour mesdames et messieurs, au micro Léon Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. Après la vidéo où je parlais de l'opération israélienne Char de Gédéon, plusieurs spectateurs se sont adressés à moi. Ils disent qu'ils ont l'impression que, dans mon interprétation, les actions d'Israël semblent incorrectes. J'entends même que je serais hostile à Israël. Laissez-moi clarifier ma position. Tout d'abord, à l'époque, les Arabes ont délibérément organisé des camps de personnes déplacées et n'ont pas accepté ceux qui avaient fui le territoire qui est aujourd'hui Israël, des Arabes qui fuyaient principalement à cause des rumeurs sur la cruauté des Juifs. Là-bas, Monécawan, on a commencé à répandre toutes sortes de rumeurs, comme quoi, chez nous, ce sont des bébés chrétiens, leur sang. Chez eux, ce sont des bébés musulmans, leur sang, soi-disant, utilisé pour la matzah, et d'autres histoires du même genre. C'est-à-dire des Juifs sanguinaires, ils fuyaient à cause d'eux. Donc, c'étaient des Arabes jordaniens, c'est-à-dire, tout cela faisait partie de la Transjordanie, et personne ne voulait les accepter, ni en Jordanie même, ni en Égypte. Un foyer de haine a été soigneusement organisé à la frontière d'Israël. Et pour ainsi dire, ils ont décidé de le faire et l'ont créé. L'occupation principale des habitants de Gaza et de la Cisjordanie est, contre paiement du Qatar, de l'Arabie Saoudite ou de l'Iran, d'essayer de tuer ou au moins de blesser des Israéliens. On leur fait croire que tous leurs malheurs viennent des Juifs. Et donc, dès qu'ils auront purifié leur terre sainte de ces infidèles. D'ailleurs, elle est bien plus sainte pour les Juifs que pour les Arabes. Eh bien, musulmans, mais ça disons, ce n'est pas important, on leur fait croire que c'est leur terre sainte, qu'ils doivent la purifier des infidèles. Et dès que cela arrivera, la vie de tout le monde et la leur, respectivement, deviendra absolument merveilleuse, c'est-à-dire qu'ils vivront une vie magnifique, pleine, splendide, dès qu'ils auront exterminé tous les Juifs. Et donc, tant qu'il y a quelqu'un prêt à payer de l'argent pour un meurtre, ils continueront à tuer. Et il y en a toujours, l'Iran, la Russie, le Qatar, d'autres organisations musulmanes, d'ailleurs, et européennes, y compris l'Organisation des Nations Unies. Donc, on peut se débarrasser de ce fléau, si je comprends bien, dans 3 cas. De 3 façons. Oui, disons-le ainsi, jusqu'à l'anéantissement complet de 5 millions de musulmans, je ne sais pas exactement combien vivent là-bas. On dit qu'il y en a à la fois à Gaza et en Cisjordanie. C'est un chiffre inventé pour obtenir plus d'aide de l'Organisation des Nations Unies. Je ne sais pas, mais le chiffre officiel, c'est quelque part entre 4,5 millions et 5 millions de personnes qui se trouvent dans ces 2 enclaves. C'est-à-dire, on peut, pour ainsi dire, anéantir complètement toute cette population. Mais j'espère que tout le monde comprend que l'État juif ne fera pas cela. Voici la deuxième question, la deuxième option, c'est la rééducation, c'est-à-dire convaincre ceux qui donnent de l'argent d'arrêter de le faire et de changer la propagande anti-israélienne en propagande pro-juive. Eh bien, disons, pour ainsi dire, au moins dans les pays qui entourent Israël, en soulignant là-bas la parenté des nations, des peuples, des religions, de l'histoire. C'est probablement possible à faire, mais très probablement pas dans un avenir proche. Et pourtant, pour ainsi dire, cette génération ou ces générations qui vivent actuellement, il sera difficile de les débarrasser de ce poison dans lequel ils ont déjà été plongés. Et troisièmement, cela signifie une réduction significative de la population des 2 enclaves avec la réinstallation des habitants dans les pays arabes voisins. Ce n'est pas un projet simple, mais il est techniquement réalisable. C'est-à-dire, si les autres, disons, le premier est impossible, le deuxième est presque impossible, alors le troisième est difficile, oui, mais techniquement, il est réalisable. Voilà, bien sûr, cette combinaison de propagande est encore meilleure. Donc, la variante israélienne plus la réinstallation de Gaza aujourd'hui et pour la Cisjordanie soit une réinstallation à l'avenir, soit peut-être l'organisation là-bas d'une sorte d'autonomie avec la possibilité de contrôle pendant au moins 10 ans. Les Arabes, les Juifs et les Samaritains pourront-ils vivre une vie indépendante, c'est-à-dire subvenir à tous leurs besoins, se débarrasser de l'idéologie de la mort, de la destruction et de tout ce qui s'y rapporte? La façon dont Israël existe depuis 1948, c'est-à-dire tous les 3 à 5 ans. Les voisins, après avoir été défaits, se réarment et portent des coups à l'État juif.
La destruction, disons, du potentiel nucléaire iranien entraînera le fait que l'Iran restera discret pendant 5 ans, puis il aura de l'uranium enrichi, peut-être même produit en dehors de l'Iran lui-même. Mais les bombes seront amenées en Iran et, pour ainsi dire, installées sur des missiles qui y sont développés et déjà prêtes à l'emploi. Et là, les centrifugeuses, comme on dit quand on a déjà les bombes, à quoi bon les centrifugeuses maintenant? Eh bien, une fois la tête coupée, on ne pleure pas sur les cheveux. Quelque chose comme ça, oui, on ne pleure plus. Quelque chose comme ça, oui. En revenant à ma vidéo, ce que je voulais transmettre aux spectateurs, c'est que Israël perd la guerre de l'information contre les Arabes depuis déjà 4 ou 5 décennies. Et quand Israël ne travaille pas à faire connaître sa position aux larges masses, disons aux citoyens américains, alors c'est une toute autre position qui parvient à ces mêmes larges masses de citoyens américains, parce que l'autre camp travaille là-dessus. Et nous pouvons perdre le soutien du plus puissant, et, en fait, du seul véritable ami que nous ayons sur cette planète. On a écrit que je ne suis pas amené, on a écrit que je n'ai pas exprimé ma position, comme si chaque fois il fallait exprimer sa position. Eh bien, peut-être que si plusieurs personnes l'ont ressenti ainsi, c'est vrai, mais ma position est la suivante. Il n'y a presque pas de gens qui naissent avec de la haine envers un autre peuple. Cette haine est inculquée aux gens à l'aide de la propagande. Disons, appelons cela ainsi. Quand les Arabes dansent dans les rues à l'occasion du meurtre d'Israéliens, c'est qu'on leur a inculqué cela. Les Russes, d'ailleurs, dansent aussi de joie quand des Géorgiens sont tués. On tuait auparavant des Géorgiens après l'attaque de la Géorgie contre la Russie. Voilà que 4 millions de Géorgiens ont attaqué 150 millions de Russes. Voilà pourquoi ils dansent. Donc, quand des Ukrainiens sont tués, alors que, d'ailleurs, ces derniers ne leur ont rien fait de mal. Les Ukrainiens aussi dansent de joie en apprenant combien de personnes ont été tuées à Moscou, pour ainsi dire, à cause de leurs frappes. Bien que je suis sûr que la plupart des morts et des blessés ne voulaient attaquer aucune Ukraine. Et ils se réjouissaient de la conquête de la Crimée, parce qu'on leur a martelé dans la tête qu'ils ne veulent pas être tués. Que la Crimée a été arrachée aux fascistes, qu'on l'a reprise aux fascistes qui l'avaient auparavant conquise à la Russie. Les gens ont été complètement changés, complètement changés. On a remplacé leur façon de penser par quelque chose d'autre. La plupart des gens dans le monde, ils sont complètement stupides, ils ne savent ne pas analyser, ils n'ont pas appris à vérifier, ils ne connaissent pas l'histoire. Rien ne les intéresse à part leur propre estomac et leurs organes sexuels. Et il y en a, je dirais, la majorité, aussi bien dans les pays arabes qu'en Russie, en Israël, en Ukraine, aux États-Unis, au Canada, en Uruguay. Je suis sûr que sur la planète Nibiru, s'il y a une population là-bas, la majorité de la population y est aussi stupide. Et on peut écraser les punaises, on peut probablement empoisonner les fourmis, attraper les lièvres dans des pièges. Et en Chine d'ailleurs, ils ont exterminé tous les moineaux, c'est ce qui s'est passé là-bas. Et en Europe, au Moyen-Âge, ils ont exterminé les chats. Mais ce ne sont pas des envoyés du diable comme l'expliquait l'Église. C'est à cause de cela qu'il y a eu une avalanche, des hordes de souris et de rats, et sur eux sautèrent des puces, qui, en fait, cette bacille, la pestis je crois qu'elle s'appelle, qui porte en elle la peste. Et la moitié de l'Europe a péri, enfin, un tiers de l'Europe, la moitié de l'Angleterre et de l'Écosse. Et qu'est-ce que je pense qu'il faut faire? Il faut résoudre ce problème. En cercle, en cercle, en cercle, à chaque fois, tous les 3 à 5 ans, encore une fois, peut-être qu'ils vont réussir quelque chose. Si c'est la réinstallation, si ce sont ceux qu'on a réinstallés, et ceux qui vivent dans les camps. Les Arabes ne peuvent pas devenir des gens normaux, des gens productifs normaux. Un peuple normal de producteurs, on ne peut pas les laisser à proximité immédiate d'Israël. Il est impossible de leur faire rapidement perdre l'habitude de haïr et de tuer, et ensuite, c'est justement parce qu'ils sont à côté que cela représente une menace. À tous les Israéliens qui vivent à leur proximité immédiate.
D'ailleurs, les Arabes à Gaza et en fait dans de nombreux pays du monde arabe musulman, ils ne font pas que danser. Leurs représentants entrent dans des jardins d'enfants et tirent sur des enfants, font exploser des cafés remplis de jeunes gens, d'écoliers, ils montent dans des bus et appuient sur le bouton de la bombe. On leur a fait croire qu'en mourant, en tuant, en emportant avec eux la vie d'infidèles, ils s'assureraient une vie douce au paradis. Ils attrapent bien des Israéliens qui sont entrés par hasard dans leur quartier et les jettent du toit des maisons. Ils éventrent le ventre des femmes enceintes. Nous pensions que cela n'arrivait que dans les films. Ils mettent des bébés juifs dans des fours et les y brûlent. Ils découpent des étoiles à 6 branches sur le dos des prisonniers. Ils découpent. Je n'en peux plus, oui. La culture de la haine, de la mort, de la joie féroce face à la souffrance des autres, créée dans le monde arabe, ne s'efface pas facilement. Voilà pourquoi tout cela, disait Arabov. Il faut déplacer, repousser. Premièrement, il faut trouver un endroit et négocier leur accueil. Deuxièmement, il faut travailler avec eux pour qu'ils comprennent qu'on leur donne une chance d'avoir une bonne vie. Et troisièmement, il faut raser leur camp à moitié détruit. Pour qu'ils n'aient même pas l'idée de pouvoir y retourner, il faut ensevelir les tunnels, les dépôts d'armes, pour qu'ils voient qu'il n'y a nulle part où revenir. Une combinaison de cela et de la carotte concernant le déménagement. Et elle doit être appliquée pour séparer les jeunes Arabes élevés comme des tueurs des Israéliens de la cible de leur meurtre. Et les déplacer vers la construction de leur propre vie, vers l'amélioration de leur existence, afin qu'ils aient la possibilité d'améliorer leur vie. Et peut-être qu'alors, après un certain temps, ils commenceront à vivre une vie humaine normale. C'est ma position. Et aussi, si Israël n'explique pas aux Américains ce qui se passe, alors les Américains auront une position reçue des ennemis d'Israël. Les Juifs peuvent y vivre à côté des Arabes, mais les Arabes, plongés dans un état de haine irrationnelle, ne peuvent pas vivre à côté des Juifs. Ceux qui ne peuvent pas doivent partir. Et il ne s'agit pas du fait qu'Israël est la Judée, pour ainsi dire, c'est le mot originel que je cherchais, la terre ancestrale des Juifs. Et il ne s'agit même pas du fait qu'à la suite du génocide, la moitié du peuple juif a été exterminée, et que la communauté internationale a permis à l'autre moitié de retourner dans sa patrie historique. Le fait est que deux groupes de personnes ne peuvent pas coexister, du moins pendant 80 ans, ils n'ont pas réussi à le faire. En fait, l'un des groupes peut vivre en paix avec l'autre, mais pour le second, cela ne fonctionne pas du tout. En réalité, il n'est pas important de savoir pourquoi. C'est pourquoi ceux qui ne peuvent pas vivre en paix doivent du soit être rééduqués. Pendant tout ce temps, ils peuvent créer beaucoup de problèmes ou bien être emmenés et séparés. Avec ceux qu'ils détestent si férocement, envers qui, en réalité, ils éprouvent surtout de l'envie. Soit un mur qu'on ne peut ni escalader, ni survoler, ni creuser en dessous, ce qui techniquement est probablement impossible aujourd'hui, soit une réinstallation là où ils ne pourront plus causer de dommages ni commettre de meurtres. C'est très simple et clair, il me semble. La position est simple et claire. Maintenant, il ne reste plus qu'une petite chose à faire, trouver comment mettre ce plan en œuvre et commencer à agir. Ah, au fait, à propos de l'Iran, les Perses sont l'un des peuples les plus intelligents et les plus instruits de la Terre. Certains savent chanter, d'autres savent construire des chaînes de montage, mais les Perses savent penser. L'Iran, sous le Shah, était un État laïque et instruit. Les Iraniens ne sont pas des ennemis d'Israël, ni à l'origine des ennemis des Juifs d'Amérique, de la culture ou de la science. Les Iraniens sont les esclaves de ceux que le président des États-Unis d'Amérique a laissés entrer dans leur pays. Carter et son conseiller à la sécurité nationale, Brzezinski.
Les États-Unis ont expulsé le Shah, ont créé les conditions pour que le Shah soit obligé de partir. Et pourquoi ont-ils fait cela? Je vais maintenant citer Brzezinski. Pour attiser un incendie aux frontières de l'Union soviétique, un incendie musulman, c'est ce qu'il voulait dire. Mais l'incendie s'est propagé dans le monde entier. En Iran, il faut encourager le mouvement de résistance des mollahs, c'est-à-dire priver l'Iran d'énergie, le rendre pauvre et impuissant. Ou une autre option si l'Iran renonce complètement, pour ainsi dire, à toute production d'armes nucléaires. S'il ouvre le pays aux inspections et à l'arrêt de la production d'armes de destruction massive, il faut intégrer l'Iran dans les relations commerciales et économiques avec le monde. La Chine, principal sponsor de l'Iran, perd ses positions parce qu'ils ont en quelque sorte commencé une guerre commerciale avec nous. Il y a une destruction de l'industrie en Chine. L'Iran vendra moins de pétrole, moins la Chine achètera, moins l'Iran pourra vendre. La Chine commencera à réduire ses investissements en Iran. Avec le déclin de la Chine, le déclin de l'Iran commencera également. Et peut-être, ils ne sont pas du tout des idiots ni des suicidaires, ils voudront devenir amis, ou, au moins, ne pas être ennemis des États-Unis. Mais le plus important se produira lorsque, à la suite de la résolution du problème du gaz, Israël et l'Arabie saoudite signeront les accords d'Abraham. Et 1,2 milliard de sunnites commenceront à acheter des technologies à Israël. Et en même temps, ils cesseront de payer les Arabes jordaniens pour le meurtre d'Israéliens, les Arabes jordaniens qu'on appelle aujourd'hui Palestiniens. Pour une raison quelconque, l'Iran comprendra que, de l'État autrefois le plus développé de la région, il commence à devenir le plus faible, le plus sous-développé des États. Voilà, maintenant. Donc, après avoir parlé d'Israël, parlons aussi de l'Ukraine. Permettez-moi de commencer par dire que sur le territoire de l'Ukraine, la Russie a mobilisé des crèches et des hôpitaux, des théâtres où la population civile se cachait. Ils ont torturé les habitants, ils ont violé, tué des jeunes filles, torturé, se sont moqués des prisonniers capturés. Les Russes écrasèrent les civils avec des chars et des tirs directs, tiraient sur des voitures particulières où se trouvaient des familles avec des enfants et des personnes âgées. Les Russes pillaient les maisons, forcèrent les portes et emportèrent les machines à laver. Micro-ondes. D'après les conversations interceptées avec leurs familles, nous avons appris comment les soldats russes se vantaient auprès de leurs fiancés et de leurs mères d'avoir violé et tué des Ukrainiens. Alors, maintenant, passons à la situation après ce que j'ai dit. Une sorte de clé de sol, oui. De temps en temps, je reçois un flot de haine de la part des Ukrainiens si, tout à coup, Dieu m'en garde, je dis quelque chose qui ne correspond pas à la ligne générale de l'Ukraine, de la propagande ukrainienne. Commençons par les jours lointains. L'Union des républiques socialistes soviétiques s'est effondrée. L'Ukraine était la deuxième république en termes de capacité de production où l'on produisait de l'acier, de la fonte, du minerai de fer, des tracteurs, des vaisseaux spatiaux, des automobiles, des équipements pour les centrales électriques, une puissante industrie charbonnière, du pétrole, du gaz naturel, des productions chimiques, des plastiques, des matériaux synthétiques. Je ne parle même pas du textile, des articles ménagers, des produits alimentaires. Au début des hostilités avec la Fédération de Russie en 2014, l'Ukraine avait déjà perdu à ce moment-là sa production militaire, ainsi qu'une part importante de son industrie de construction mécanique. Par exemple, en 1990, l'Ukraine produisait 52,7 millions de tonnes d'acier, alors qu'en 2022, disons, l'année précédant la guerre, 21,4 millions de tonnes d'acier. C'est-à-dire une chute, une diminution de plus de moitié. Alors que l'acier est nécessaire partout dans le monde, la gamme de tout ce que produit l'Ukraine s'est réduite avec le passage à l'exportation de ressources. C'est-à-dire qu'au lieu de produire ce que la terre nous donne, nous ne l'utilisons pas nous-mêmes. L'Ukraine est l'une des deux républiques de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques qui n'a pas augmenté,
mais diminué son produit intérieur brut de 1990 à 2022. Une autre république, la Moldavie, est dans la même situation. Oui, même la Géorgie a augmenté son produit intérieur brut, sans parler de la Biélorussie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Kazakhstan et d'autres pays similaires. La principale raison de l'effondrement de l'industrie militaire et civile, selon les experts, c'est la corruption incroyable et généralisée, le vol et la fuite des capitaux à l'étranger. En Ukraine, si on parle de l'année 2008, il est devenu clair que la Russie tentait d'étendre ses zones d'influence, mais l'Ukraine n'a pas commencé à renforcer son armée et son industrie de défense. La principale raison, selon les experts, est le vol généralisé, pratiquement le pillage du pays. En 2014, l'annexion de la Crimée, ça a eu lieu, l'Ukraine n'avait ni armée ni industrie militaire, elle n'a pas pu conserver la péninsule. Après l'annexion de la Crimée, il est devenu clair que la Russie ne s'arrêterait pas là. L'Ukraine n'a pas commencé à développer son industrie militaire, mais certains changements ont été apportés dans l'armée. De 2014 à 2022, l'Ukraine a été soumise à des attaques constantes de la Russie, mais en raison des avantages du commerce avec la Russie, elle ne lui a pas déclaré la guerre et n'a pas construit de ligne de défense puissante. Et lorsqu'elle a appris que dans 4 mois, la Russie prévoyait une attaque, au lieu de miner tous les accès, elle a déminé les accès à la frontière de Kiev. Peut-être que mes informations ne sont pas correctes, mais c'est ce que les médias écrivent dans différentes langues, y compris en Ukraine même. En 2014, un accord a été signé avec la Russie, mais ni l'une ni l'autre des parties n'a commencé à le respecter. En 2015, l'Ukraine a accepté de mener une réforme constitutionnelle pour transformer l'État unitaire en un État fédéral. Avec la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lougansk dite sujet de la fédération, l'Ukraine ne l'a pas fait, c'est-à-dire qu'elle a trompé sur la réforme constitutionnelle promise. Et en 1922, donc, après l'invasion, l'Ukraine et la Russie ont de nouveau négocié les conditions de cessation de la guerre dès son tout début. Eh bien, sur les conseils des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni, l'Ukraine a refusé cet accord de paix. Ne disposant pas d'armes modernes, YLSK, d'équipements pour son armée, ne disposant pas de sa propre production d'armes, l'Ukraine a refusé de satisfaire aux exigences russes. Et quelles étaient ces exigences ? La neutralité de l'Ukraine, le refus d'adhérer à l'OTAN, la démilitarisation, la reconnaissance des territoires occupés. Donc, maintenant, la Russie n'exigeait plus la création d'un État fédéral, où la République populaire de Lougansk et la Donetsk People's Republic, pour ainsi dire, seraient intégrées en tant que sujet, mais elle exigeait la reconnaissance de ces républiques et de la Crimée comme russe. Maintenant, en arrivant à la 3e série de négociations, la Russie exige déjà qu'on lui cède 4 régions et la Crimée. Une partie de ces territoires n'a pas été conquise par la Russie. C'est-à-dire, de mon point de vue, la Russie a commis des crimes en attaquant l'Ukraine en 2014, puis le Donbass, et ensuite en lançant une invasion à grande échelle. La Russie a commis un nombre incalculable de crimes. Elle est coupable d'avoir déclenché l'escalade des actions militaires. L'Ukraine, de son côté, a commis plusieurs erreurs fatales, y compris la désorganisation de l'industrie et de l'industrie militaire. En particulier en n'assurant pas la sécurité nécessaire du pays et en adoptant une conduite diplomatique imprudente et provocatrice, en bluffant sans disposer d'une défense capable de soutenir ce bluff. Au lieu de se préparer, les Ukrainiens pillaient le pays et espéraient que quelqu'un viendrait, l'Ukraine, l'Europe, les États-Unis, et les sauverait au moment le plus critique. Et nous voilà arrivés à aujourd'hui. Le général Zaloujny a brillamment décrit la situation. Un nouveau type d'opération militaire qui inclut l'intelligence artificielle, les drones, la communication par satellite et autres technologies similaires permet de s'enterrer et de se défendre efficacement mais ne permet pas de sortir de l'abri pour attaquer et avancer. Tous ceux qui sortent sont détruits. C'est-à-dire que ni la Russie n'avance, pour ainsi dire, sérieusement, c'est-à-dire qu'il a dit qu'elle avance. Mais là, ce n'est pas 100 km en 3 jours, mais 15 km en 1 an et demi. Et tous ceux qui sortent Fonéa, Rona et du parc qui sortent, voilà, ils sont détruits. N'est-ce pas ?
Et la Russie ne peut pas agir efficacement et rapidement à moins d'y envoyer un demi-million, 1 million de soldats pour conquérir, pour ainsi dire, l'Ukraine à ce rythme. Et l'Ukraine ne peut aller nulle part. On peut dire, bon, peut-être un tout petit peu par-ci, un tout petit peu par-là, à partir de la position que donc la Russie a déjà conquise et qu'elle maintient. Et la Russie, lors des négociations, a dit Rubio, veut obtenir ce qu'ils n'ont pas conquis et on ne sait pas s'ils pourront le conquérir. Et l'Ukraine, lors des négociations, veut que la Russie libère le territoire que la Russie a conquis, ce que l'Ukraine ne peut pas faire elle-même. Donc tout s'est arrêté et chaque jour, ils se bombardent mutuellement. Quand ils bombardent, ils tuent. La Russie fabrique elle-même des bombes, des missiles et des balles, et elle les achète avec l'argent que l'Europe lui paie pour le gaz. Il y avait aussi du gaz en Ukraine, mais il ne l'exporte pas. L'Ukraine doit demander de l'aide qu'on ne veut plus lui donner après 3 ans. Même si, bien sûr, ils font semblant. Des solutions à la situation. La première, c'est que la guerre d'opposition continue. La Russie a plus de bombes et de missiles. Donc plus d'Ukrainiens meurent. Encore 1 an ou 1 an et demi de bombardement. Et il n'est pas clair où l'Ukraine pourra trouver des recrues pour remplacer les morts et les blessés. La Russie fait venir de la chair à canon de Chine, de Corée du Nord, de Bouriatie et de nombreuses périphéries de son empire. Chaque jour, des Ukrainiens meurent. Et lentement, mais sûrement, la Russie continuera d'avancer jusqu'à ce que, finalement, l'Ukraine n'ait plus la force de résister et que tout le pays soit probablement occupé par la Russie. Deuxièmement, la Russie obtient 5 régions, une frontière est établie entre les pays, l'extraction des ressources naturelles commence en Ukraine, un consortium international assure la sécurité et la reconstruction de l'Ukraine dans des frontières réduites est en cours. Des dizaines de milliards de dollars sont investis dans le développement de l'industrie, des ports, des centrales électriques, des chemins de fer et le traitement des minéraux. L'Ukraine, réduite dans ses nouvelles frontières, est en cours de reconstruction avec l'aide des États-Unis et du Fonds de développement. Le rôle des oligarques et de la corruption dans le pays diminue. C'est le deuxième. C'est une option. Ce n'est pas que j'aime ou que je n'aime pas, c'est juste une option. Et la troisième option, l'Ukraine invente l'hyperboloïde de l'ingénieur Garine, où elle entre en contact avec des extraterrestres, ou d'une manière magique, elle convainc Trump d'envoyer l'armée américaine et, à l'aide de cette arme merveilleuse, elle chasse les troupes russes de son territoire. Après quoi, les oligarques reviennent et prennent possession de tout ce qui se trouve sur et sous la terre sur le territoire de l'Ukraine. C'est-à-dire que toute cette même vie revient, Et qui existait auparavant, mais maintenant, pour ainsi dire, dans une Ukraine détruite et avec un pouvoir des oligarques encore plus grand qu'auparavant. Autrement dit, l'annexion de l'Ukraine par la Russie est lente et encore 20, 50, voire 100 000 Ukrainiens sont morts. Ou de toute urgence, arrêter la guerre, sauver tout ce qui peut l'être et avec l'aide de Trump obtenir la meilleure issue possible de cette très mauvaise situation. Malheureusement, le choix est entre mauvais, très mauvais et terrible. Malheureusement, cela ne ressemble pas à la justice. Malheureusement, la justice se trouve généralement dans les jardins d'enfants. Quand on leur raconte des contes de fées, ils ne se battent jamais entre eux. Et dans les films hollywoodiens, dans la vraie vie, ce sont des règles complètement différentes qui s'appliquent. La Russie a attaqué, la Russie est l'agresseur selon toutes les lois de l'Organisation des Nations Unies, selon toutes les lois de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture de l'honnêteté, de la décence. La Russie doit être punie. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour la punir. L'Ukraine ne peut pas, l'Europe non plus, et elle ne le veut pas. Eh bien, ils aiment te bavarder avec plaisir. Mais en même temps, ils donnent de l'argent à la Russie pour le gaz, parce qu'en Russie, le gaz est moins cher qu'ailleurs. Et le fait que cela alimente la guerre en Ukraine, c'est comme s'ils regardaient ailleurs à ce moment-là. Les États-Unis se trouvent sur un tout autre continent et sont presque en faillite en ce moment. Les États-Unis n'ont pas d'argent pour l'Ukraine, ils n'en ont même pas assez pour leurs propres besoins. Mais en premier lieu, s'ils en ont, ils les dépenseront pour leurs propres besoins. Et seulement ensuite pour l'Afrique, l'Asie, l'Ukraine. Ici, il y a beaucoup d'Américains qui s'inquiètent et pensent bien plus à ce qui se passe au Congo qu'à ce qui se passe en Ukraine. Mais il n'y a personne pour sauver l'Ukraine.
Et voilà enfin le moment est venu où la direction du pays, sachant que l'aide ne viendra pas après avoir déjà attendu 3 ans. Il semble que cela devrait devenir clair. Ils doivent décider qu'ils choisissent une lente conquête de toute l'Ukraine par les forces supérieures de l'ennemi. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 3, peut-être dans 5, ou peut-être dans 8. Ou profiter du fait que le monde s'intéresse encore à l'Ukraine. Ils peuvent bientôt arrêter et sauver ce qui reste, les gens et le territoire. Mesdames et messieurs, je n'y vis pas, mes proches n'y vivaient pas. La plupart de mes amis et connaissances sont déjà partis. Donc ce n'est pas à moi de décider. Voici ce que j'ai fait. Tout d'abord, j'ai répondu à une multitude de questions qu'on m'a posées. À chaque personne, apparemment, il faut répondre de manière détaillée. Là, j'ai essayé de répondre en détail à propos de mes positions concernant les 2 points où des guerres ont lieu en ce moment. Et les guerres sont terribles. Évidemment, pendant la guerre, il se passe toujours des choses terribles, mais quand ce sont des sauvages qui se battent, c'est encore plus effrayant. C'est pourquoi décider. Même pas à ceux qui se sont enfuis et qui sont maintenant assis à New Jersey ou en Allemagne et qui discutent de ce qu'il ne faut pas céder un pouce là-bas et ainsi de suite et ainsi de suite. Leurs enfants étudient déjà dans un endroit complètement différent. Leurs proches vont dans des magasins de nourriture russo-ukrainienne à Hambourg. Mais ce sont ceux qui sont là-bas, sur le champ de bataille, et ceux qui ont envoyé les leurs sur le champ de bataille qui doivent décider, et personne d'autre. Ce qu'ils décideront, c'est ce qui arrivera.